Claude Janvier, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Le virus et le président », paru aux éditions IS Éditions. Vous avez un ton décalé, on vous dit provocateur. Vous parlez dans ce livre de terrorisme viral. Qu'est-ce que pour vous le terrorisme viral ? Déjà bonjour, merci de m'inviter. Terrorisme viral, oui, parce qu'on se sert d'un virus pour paralyser toute une société, tout un pan économique et toute la planète entière. Donc effectivement, le terme terrorisme viral me paraît très très bien approprié, dirigé de main de maître par une haute mafia médicale. J'ai pas peur des termes, vous voyez, j'assume. Vous assumez en connaissance de cause ? Absolument. J'assume en connaissance de cause. Vous savez, le conseil scientifique qui dirige ce pays, en fait, à côté d'Emmanuel Macron et des ministres, est dirigé par le professeur Delfraissy. C'est lui-même qui, d'ailleurs, est responsable des 500 millions de doses là, inutiles du H1N1. Et il a été propulsé à la tête de ce haut conseil scientifique qui comprend 32 membres. Donc, seulement 3 médecins. Le reste, ce sont des technocrates et des bureaucrates, cherchez l'erreur. Et en dessous, vous avez Santé publique France, l'organisme à 692 personnes, qui a une dotation exceptionnelle l'année dernière de 800 millions d'euros. 800 millions d'euros, 692 employés. Ce sont des gens, ils ne payent pas de loyer, ils ne payent pas de charges, rien. On se demande à quoi servent ces 800 millions d'euros. Et en dessous, pour cerise sur le gâteau, vous avez toutes les ARS, les agences régionales de santé, 10 000 personnes à peu près, peu ou prou. Donc tout ce beau monde, en fait, ont une unique mission, c'est de pondre tous les jours des rapports alarmants et d'abreuver le gouvernement, les ministres et les préfets de rapports alarmistes, dangereux et souvent mensongers. Vous parlez du président en disant que c'est un dictateur en herbe. Est-ce que le mot n'est pas trop fort ? Je supprimerais même l'herbe. Maintenant, aujourd'hui, c'est un dictateur. C'est un dictateur qui a été mis là et qui exécute quand même un plan soigneusement orchestré, quoi. Il n'y a pas d'écoute. Si vous regardez toute la répression violente et sanglante qu'il y a eu lors des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de discussion possible et il n'y en a toujours pas d'ailleurs de discussion possible avec lui pour cette crise sanitaire, entre guillemets. Les Gilets jaunes, vous étiez pour ? Absolument. Je pense que les Gilets jaunes étaient conscients simplement du problème de la hausse des taxes, du manque de pouvoir d'achat. C'est quand même beaucoup de ce sont ces gens-là qui font vivre aussi le pays. Ils avaient le droit de revendiquer, ils avaient le droit d'être entendus. Ils ont été massacrés, ça a été une répression sanglante, inouïe, d'une violence inouïe. Oui, absolument, je suis convaincu que les Gilets jaunes avaient leur place dans leur société et ont toujours leur place d'ailleurs aussi. Vous étiez de gauche à l'origine. Vous l'êtes toujours, je crois, de cœur, mais aujourd'hui, vous dites que c'est quand même compliqué pour vous. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ? Oui, c'est compliqué. Pour moi, la gauche, vous savez, la vraie gauche, elle s'est éteinte avec Jean Jaurès. Voilà. Donc après, depuis, nous avons une espèce de droite molle, mélangée à un socialisme bon teint. Tout ça, ça nous fait une politique qui, depuis 40 ans, nous mène la vie dure. Il faut voir un peu toutes les restrictions de liberté que nous avons eues depuis 40 ans. Il faut voir aussi toute la hausse des impôts. On est quand même le premier pays au monde le plus taxé. Je rappelle quand même, pour mémoire, nous avons plus de 280 taxes diverses et variées. Donc, on a le pompon. Donc voilà. Donc pour moi, effectivement, aujourd'hui, je pense que il n'y a plus de droite, plus de gauche. Il faut aller au-delà de ce clivage qui ne sert qu'à diviser les gens. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une union de gens de bonne volonté pour arriver un peu à remettre en place une démocratie qui, pour l'instant, n'existe plus. Vous dénoncez aujourd'hui la banque, vous dénoncez la finance, vous dénoncez le grand patronat. Ce sont pour vous vos 3 cibles principales aujourd'hui ? La finance est responsable de beaucoup de choses. Ce qu'il ne faut même pas oublier, c'est qu'avant d'ailleurs qu'Emmanuel Macron arrive à la présidence, ça date quand même déjà de quelques décennies, tout va pour les grands patrons du CAC 40. Il faut quand même rappeler aujourd'hui qu'il se passe chaque année 200 milliards de cadeaux fiscaux de la part de l'État qui se subdivisent en fait en subventions publiques, en exonération fiscale et en crédit d'impôt. En revanche, quand un petit commerçant est un peu à découvert à sa banque, lui, il saute. Mais eux, ils sautent pas. Je vais vous dire, ils se disent qu'ils sont écrasés de charges, alors qu'en fait, c'est absolument faux. Après,
Il y en a certains qui vont vous dire qu'ils offrent pour l'emploi. C'est toujours tout aussi faux parce qu'ils ne se gênent pas pour délocaliser les entreprises ou pour enfermer. Et puis il y a un bradage au niveau de l'industrie. Donc, puis en plus, bon, si on met maintenant aujourd'hui les laboratoires pharmaceutiques, c'est une course à quoi? C'est une course à la santé des gens ou c'est une course aux bénéfices engrangés? Alors, ce livre, Le virus et le président, est le 3e. Vous aviez fait déjà 2 livres très acerbes, Coup de gueule, mieux que de faire la gueule, Coup de gueule d'un jour, coup de gueule toujours. Derrière ça, un ton, je le disais tout à l'heure, caustique. Est-ce qu'on peut rire de tout véritablement aujourd'hui? Ah, ça devient difficile de rire de tout, parce qu'aujourd'hui, vous prenez la bien-pensance, entre guillemets, bobo, je dirais, qui vous tombe dessus. Mais je pense que tourner les choses à la dérision est un peu salvateur. Moi, je repense toujours à l'époque de Coluche, à l'époque de Pierre Dac. On n'en est plus là, quoi. On en est maintenant, tout est polissé, bien rond. Bon, bref, on s'ennuie. Là, vraiment, ça devient très, très ennuyeux. Donc, il faut dénoncer les choses, mais il faut dénoncer les choses aussi avec un certain humour. Enfin, de toute façon, c'est ma philosophie, c'est mon point de vue. Vous êtes un ancien restaurateur. Aujourd'hui, comment vous voyez ce secteur véritablement en perdition? Ah ben il est crash, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'étais encore restaurateur, je ne sais pas comment je ferais. Honnêtement, cette profession est en train de disparaître. Il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a aussi tous les intermittents du spectacle, tous ceux qui organisent les festivals, etc., etc. Le monde de la nuit, les autocaristes, etc. Mais ce qui est dramatique, ce sont les indépendants qui sont visés. Et les indépendants, il ne faut quand même pas oublier, ce sont eux qui travaillent avec le fruit de leur travail, font vivre leur famille et aussi donnent de la convivialité à notre nation. Imaginez une ville maintenant où il n'y a plus un seul restaurant ouvert ou plus un cafetier. Il n'y a plus de convivialité du tout. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment ou est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose? Là, c'est un appel un peu à tous les restaurateurs. Arrêtez de pleurnicher, regardez la vérité en face et il va falloir quand même bouger. Bouger, ça veut dire braver vraiment aujourd'hui tous les interdits? Il ne faut pas hésiter, il faut pas hésiter à braver les interdits. Évidemment, je ne dis pas d'aller tirer, etc. Non, je ne vais pas prôner la violence, mais il faut braver les interdits aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Si vous êtes restaurateur aujourd'hui, ou hôtelier, ou cafetier, vous êtes asphyxié littéralement. Ça veut dire que vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins et faire vivre votre famille. Et à un moment donné, ce n'est pas possible. Là, les restaurants devaient ouvrir au 20 janvier. L'ouverture est reportée Cindy, on ne sait même pas quand. Donc, quand vous gérez une petite entreprise, c'est ingérable. Vous n'avez pas de futur, vous ne pouvez pas faire de plan, vous n'avez pas d'agenda. C'est l'horreur. Et puis, je pense aussi aux salariés. Attention, toute cette profession embauchait énormément de monde. Vous avez des quantités de gens là, aujourd'hui, qui sont précipités au chômage. Donc, qu'est-ce qui va devenir là, dans un an à peine, quand tous ces employés vont être en fin de droit? Ça va être catastrophique, ça l'est déjà, ça va être encore plus catastrophique. La baseline de votre livre, c'est Enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. Un livre que vous avez écrit du reste avec Jean-Louis Isambert. Tromperie de l'histoire, est-ce qu'on peut revenir dessus? Ah oui, tout à fait, c'est une tromperie parce que cette crise économique que le virus nous masque, en fait, parce qu'en fait c'est très intelligent si vous voulez. Un virus est en train de masquer toute la crise économique, sociale et culturelle qui existait déjà bien avant. Donc c'est une tromperie, oui, parce que ce virus, en fait, en analysant les chiffres, et là je rejoins les chiffres un peu de l'OMS, ce virus tue très très peu. En réalité, chiffre de l'OMS, ce n'est pas mes chiffres, au niveau mondial aujourd'hui, il y a eu 1 800 000 décès imputés au coronavirus. Données brutes. C'est marqué aussi dans l'OMS. Données brutes, ça veut dire que des gens étaient atteints de comorbidité ou avaient d'autres pathologies et sont morts sont décédés et avec le décès attribué au coronavirus. En réalité, en chiffre net, on est quoi? On est à 800 000, 900 000 décès réels du coronavirus. Par le coronavirus. Une grippe saisonnière, il faut le savoir, chiffre de l'OMS, tue environ entre 200 000 et 600 000 personnes chaque année. Donc on est peu ou prou dans les mêmes chiffres et on masque une planète entière pour ça. On confine des pays entiers, on précipite des gens au chômage. Donc oui, c'est une tromperie, c'est une des plus grandes tromperies de l'histoire. Dernière question, Claude Janvier, comment voyez-vous l'avenir? Un peu de prospective, s'il vous plaît.
Ah, c'est mal engagé. C'est mal engagé parce que le rouleau compresseur de la haute mafia médicale et de ce gouvernement, d'une certaine manière autiste, qui ne veut rien entendre et rien écouter, n'annonce rien de bon. Delfrécy, qui est le grand patron du Haut Conseil scientifique, l'a déclaré il y a peu à la presse. Il a dit « 2021 ressembla étrangement à 2020 ». Alors on est prévenu. Et honnêtement... ça ne va pas s'arrêter demain. En plus, si vous me permettez, c'est aussi décrit par le fondateur de Davos, qui s'appelle Klaus Schwab, dans un ouvrage qu'il a sorti, Covid-19, le Grand Reset ou la Grande Réinitialisation. Et c'est dit clairement que ça ne va pas s'arrêter. Donc, malheureusement, c'est le moment pour nous tous, enfin je dis nous tous, mais ça serait bien que toutes les bonnes volontés s'unissent pour aller de l'avant, parce que là, honnêtement... En toute réalité, je le sens pas bien. Nous le sentons pas bien. Vous appelez très clairement derrière tout ça une révolution ? Pacifique. Attention, je n'appelle pas à une révolution violente parce que la violence n'amène rien. Je pense qu'il est temps maintenant pour chacun de prendre ses responsabilités, de s'unir et de faire pression et de dire « attendez, maintenant ça suffit, il faut qu'on retrouve nos libertés, il faut qu'on puisse retravailler correctement, etc. » Il y a plein de choses à changer. Donc voilà, qu'on s'entende bien sur le sujet. Je ne prônerai jamais une révolution armée ni violente. Merci beaucoup Claude Janvier. Je rappelle le titre de votre livre, Le virus et le président, un livre qui marche très bien du reste. IS Édition, et vous pouvez le commander sur Internet. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous.